Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du plan de continuité dans les institutions financières, utilité, élaboration et mise en œuvre. Et nous avons l'opportunité et l'occasion d'avoir la disponibilité de M. Dessenic pour partager son expérience avec nous dans ce domaine. Alors, comme vous le savez, les micros des participants sont mis en off ainsi que les caméras, et c'est pendant les séances de questions, ceux qui veulent poser des questions peuvent activer leur micro. On va leur permettre d'activer leur micro. Donc pour le moment, vous serez seulement en train de nous entendre, de nous voir, Monsieur Dessenic et moi. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous nous voyez correctement. Si oui, merci de m'envoyer ça en boîte chat. Alors, comme vous le savez, c'est une initiative. Depuis quelques mois, nous faisons des webinaires. C'est dans le cadre de notre cabinet FSH Perspective, où nous voulons accompagner les institutions à mieux s'adapter à l'évolution de l'environnement et améliorer les performances tout en assurant la satisfaction des clients. Nous offrons divers services, compris des formations, et des études, et puis de la communication et de l'événementiel. Alors, la thématique d'aujourd'hui est née de la crise, bien sûr, de la crise de la pandémie, où on a vu qu'il y a une utilité d'avoir des outils de gestion des risques, de gestion des crises. Et un outil s'est affiché, s'est affirmé pendant cette période-là où le besoin d'assistance, de pouvoir anticiper les risques liés aux crises, liés à la crise sont venus, c'est l'outil de plan de continuité des activités. Alors, ceux qui sont dans la gestion des risques, dans le système d'audit interne des institutions, savent que c'est normalement un outil traditionnel qu'on devait retrouver dans toute institution et qui doit faire partie des outils de gestion des risques. Mais on s'est rendu compte qu'avec la crise, que beaucoup n'avaient pas cet outil, beaucoup ne savaient pas de quoi il s'agit. Et nous avons donc jugé bon, puisque par exemple, des banques centrales ont demandé aux institutions d'élaborer des plans de continuité d'activité, alors que les institutions ne savent même pas de quoi il est question. Donc, nous avons voulu faire ce webinaire-là pour vous permettre de savoir de quoi il s'agit quand on parle de plan de continuité, à quoi ça peut être utile au niveau d'une institution, comment on peut le mettre, on peut l'élaborer et comment on peut l'utiliser dans une institution financière. Donc, on voit bien que normalement, un plan de continuité doit exister, quelle que soit la situation, même si c'est en situation, en période de paix ou de normalité, on devrait avoir un plan de continuité. Et en période de crise, c'est encore plus utile pour nous aider à traverser la crise. Donc, avec M. Dessenic, nous allons voir de quoi il est question et profiter de son expérience parce qu'il a eu à accompagner dans cette crise de Covid plusieurs institutions, avec l'API DADA, si je ne me trompe, à avoir un plan de continuité. Donc, une fois encore, merci à tous ceux qui, depuis le début, participent à nos webinaires, qui sont toujours là à chaque fois. Et nous espérons que le temps que vous allez passer avec nous aujourd'hui vous sera vraiment utile et vous permettra peut-être d'enclencher des processus dans le but d'avoir un plan de continuité d'activité. Et je précise bien que M. Dessenic est disponible. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin par rapport à ce qui va être dit au cours de ce webinaire, il est disponible pour vous assister, pour vous accompagner, même à distance. Donc, merci beaucoup à M. Dessenic. C'est un expert en gestion des risques. Il a une grande expérience. D'abord, un parcours professionnel très brillant. Il a travaillé dans plusieurs institutions, toujours dans le domaine de gestion des risques. Je sais pas, si je dois en parler, ça va être trop long. Il y a plusieurs diplômes et certificats qui sont tous liés à la gestion des risques, l'audit interne. Il est aussi professeur d'université, toujours dans ce domaine-là. Donc, il pourra en parler brièvement encore tout à l'heure. Donc, je vais lui laisser la parole et il va vous présenter. Une fois encore, tous mes remerciements. Hein. C'est un honneur que vous nous faites en acceptant de venir participer à cette aventure que nous avons commencée depuis quelques mois. Merci d'être là. Voilà, merci. Je prends la parole alors. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à FSH de m'avoir invité parce que c'est également un honneur pour moi
de participer. Donc, vous savez très bien que dans mon expérience, donc j'ai une expérience africaine, également d'audit, de gestion des risques. J'ai travaillé dans une banque qui était fort active dans le marché africain et je donne régulièrement des cours à la BCAO pour les institutions financières. J'en ai terminé une à distance au mois de septembre ici. Donc, et j'espère pouvoir continuer donc, avec l'Afrique. Je travaille, comme vous avez dit, avec des institutions financières, des institutions microfinance. Et je tiens à saluer M. Tossa qui est présent, hein, qui est donc des clients que j'accompagne. Et je dois dire que c'est quelqu'un qui a énormément de capacités, de compétences. Et ce qu'il faut justement, il a le profil adéquat pour mettre en place un plan de continuité parce qu'il est toujours un pas en avant par rapport à ce qu'on doit faire. Donc, on est occupé encore à travailler ensemble et c'est un réel plaisir d'accompagner des institutions africaines dans ce domaine-là de plan de continuité. Alors, donc, comme vous l'avez dit, donc la crise du coronavirus et le confinement ont mis en exergue en fait la nécessité d'adopter un plan de continuité d'activité. Et simplement, je voudrais mentionner une enquête qui a été faite en France auprès d'à peu près 335 décisionnaires à fin mars 2020, donc au début de la crise. Qu'est-ce que ça a révélé? C'est que 37% en fait ne disposaient pas de PCA. Et même que 13% de ces décisionnaires ignoraient si un tel plan existait au sein de leur entreprise. Donc, il ne faut pas demander. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais le problème du PCA, c'est vraiment la mise en pratique. Donc, vous allez trouver pas mal d'institutions qui ont effectivement des documents, qui ont un beau plan hein, qui a été fait par un consultant. C'est une phase importante, mais si vous vous arrêtez là, vous n'allez pas pouvoir répondre à la crise réelle. Donc, le PCA, ça doit être un outil qui est opérationnel, un outil où on est dans l'action. Ce n'est pas un papier. Donc, c'est la première chose et on l'a bien remarqué dans cette crise. C'est un bon test pour les PCA de toutes les entreprises. Donc, la première question en fait, que les entreprises ont le droit de se poser en matière de PCA concerne son efficacité. Et je viens de le préciser. Alors, la question c'est, est-ce que les entreprises qui avaient adopté un PCA traversent-elles mieux la crise actuelle? La réponse, elle est oui, mais à différents degrés, comme je l'ai dit. Au plus on va en profondeur, au plus, parce qu'on va parler pendant ce webinaire, de l'aspect, on va parler de différentes phases du PCA, mais il y a une phase qui est importante, c'est la phase de testing qui est souvent oubliée. Dans les réglementations, vous en avez à travers le monde qui demandent d'avoir des tests, mais ils ne précisent pas en détail la nature des tests. Et donc, il y a quoi? Il y a quand même beaucoup d'entreprises ou de banques qui font un test classique de faire sonner l'alarme et puis les gens sortent de la banque, ils se réunissent à un certain endroit et voilà, on a testé le PCA. Ça devient bien plus complexe. Comme la gestion des risques se complexifie, et la gestion des risques actuels et futurs, c'est également intégrer les scénarios. Eh bien, dans le plan de continuité, la partie scénario est fondamentale. Elle est fondamentale et donc elle doit être développée et testée. Donc, il y a un gros travail et il ne faut pas uniquement aller dans des scénarios génériques. Il faut aller bien plus loin. Donc, pour la crise de Covid-19, naturellement, donc, les entreprises qui avaient imaginé un scénario dans lequel, par exemple, les sites étaient indisponibles, ont pu continuer à fonctionner bien mieux, toujours en mode dégradé, ça c'est clair, hein, mais finalement bien mieux. Et en fait, ce qui a été plus utile, c'est justement ce scénario-là, plutôt qu'un plan de pandémie spécifique. Donc, les plans de pandémie, normalement, tous les pays en ont, mais qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas eu d'application de ces plans. Pourtant, on voit que dans certaines grandes villes comme Paris, vous avez Bruxelles, où il y a les institutions internationales, européennes, il y a des tests. Et pourtant, finalement, on ne les a pas utilisés. Donc, ceux qui ont adopté des scénarios
ont mieux pu absorber en fait ce problème. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'avoir un scénario en se disant, ben voilà, on va travailler en cas de crise et on imagine qu'il y a 30 à 40% des effectifs qui ne sont pas là pour cause de maladie. Bien, finalement, le plan, la pandémie n'a pas amené 30 à 40% de personnes en moins. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça, mais il faut en avoir d'autres scénarios. Et donc, vous devez avoir une série de scénarios et puis, à un certain moment, appeler. Parce que vous avez imaginé que vous avez un désastre. Peut-être que je vais partager mon PowerPoint. Il n'est pas partagé pour le moment. Vous le voyez, mon PowerPoint, actuellement? Non, non, pas encore. Donc, je vais le partager. Voilà. Donc, je partage. Vous le voyez maintenant? Oui, oui, parfait. D'accord. Parfait. Donc, voilà. Et donc, bon, je vais venir sur le PowerPoint alors. Hein. J'avais fait donc cette introduction en parlant de scénarios, mais on va revenir sur les scénarios. Donc, on retient déjà, il faut une multiplicité de scénarios, pas uniquement un type de scénario. Il faut des scénarios également qui sont complexes avec des interdépendances. Voilà. Donc, ça, mais on va revoir. Donc, je reviens sur le PowerPoint. Donc, le plan de continuité d'activité, hein, comme vous connaissez, ben, on va un peu rafraîchir, est l'ensemble des mesures permettant à une entreprise, en cas d'événement majeur, perturbant gravement son fonctionnement normal, d'organiser la poursuite de ses tâches opérationnelles et d'assurer le maintien de la continuité de ses activités essentielles. Donc, et le cas échéant, de façon temporaire, selon un mode dégradé. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le jour 1, ben, peut-être qu'on pourra continuer à travailler, mais en mode dégradé, donc pas en mode 100%. Et tout ça, ça doit être défini dans le plan de continuité. Et puis, préparer effectivement la sortie de crise et la reprise planifiée de son activité. Ça veut dire que déjà, on peut identifier deux phases dans un plan de continuité. La phase de survie et puis la phase de récupération. On récupère donc la situation vers la normale. Et moi, je définis en fait trois principes dans le plan de continuité. Et, enfin, dans la gestion du risque opérationnel, vous avez tout d'abord une situation de processus normal de risque opérationnel où vos experts en risque opérationnel vont identifier les événements de risque par rapport à une situation normale. Donc, vous avez votre processus et puis en fonction d'erreurs normales, vous faites des erreurs d'input, des erreurs humaines. Il y a certains bugs informatiques, mais qui sont récupérables. Et puis, vous avez un autre état qui commence à être en mode dégradé, c'est des crises court terme, qui peuvent donc amener à faire appel à votre processus de résilience. Et puis, le troisième niveau, c'est faire appel à votre plan de continuité. Donc, vous avez trois choses à prendre en compte. La normalité, la résilience et puis la crise long terme. Ben, la crise long terme, c'est une des rares fois où on a pu la tester ces dernières années. Hein, et je suppose que c'est une des rares fois que chacun de nous a pu vraiment la tester. La caractéristique de ce désastre, il n'était pas repris dans aucun des scénarios, c'est la durée. Non, quand on parle d'un désastre, c'est en général, on imagine que c'est relativement court, qu'on récupère après peut-être quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Ici, c'est des mois. Donc, et on a vu que ces mois ont développé en fait une approche nouvelle et une créativité vers des processus différents. Bon, travailler à domicile, c'était quelque chose qui était même impensable, je prends le cas, puisque je viens de Luxembourg, qui était même impensable parce que on a comme force de travail des personnes qui viennent d'Allemagne, de Belgique, de France. Et donc, il y a des réglementations différentes en matière de taxation. Il y a des accords
donc de double imposition. Donc, un Français ne peut travailler chez lui pour une entreprise luxembourgeoise que une vingtaine de jours. C'est comme les Belges, une vingtaine de jours dans leur pays. Ou sinon, ils deviennent taxables en Belgique ou en France. Donc, il y avait tous des aspects d'impôts et de taxes qui étaient liés. Finalement, cette crise a permis d'avoir des accords entre les différents pays et le travail à domicile peut se faire dans le pays où on réside jusqu'à la fin de l'année déjà. Donc, ça, c'est un point. Donc, le PCA, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le PCA, c'est plus qu'un plan de récupération technique. Quand vous regardez certains PCA, ils sont faits, c'est essentiellement sous la direction de l'informatique et à l'initiative de l'informatique. Et donc, c'est principalement un plan de récupération technique du réseau ou du système donc, informatique ou de l'application, etc., s'il y a des bugs. C'est plus que ça. Ce qu'il faut voir quand vous faites votre analyse et votre PCA, c'est également la réputation. Donc, il y a le PCA permet de protéger la réputation de l'entreprise, permet de protéger la marque de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va permettre peut-être de gagner des parts de marché, aussi paradoxal que ça veut dire. Donc, le PCA ne doit pas uniquement être orienté « je vais protéger mes actifs et mes personnes ». Ça, c'est un point. C'est plus qu'un plan technique, c'est plus qu'un plan de protection, c'est aussi un plan d'opportunité. Et ça, c'est assez nouveau dans l'approche. Ça veut dire que s'il y a une crise, on doit aller chercher l'opportunité. Ça veut dire que si on a un bon PCA, ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'on va utiliser moins de ressources et de temps à récupérer la situation et vous allez libérer un certain nombre de personnes qui vont scruter le marché et voir donc s'il y a une opportunité de gagner des parts de marché en allant chercher des clients. Alors vous imaginez une banque, vous prenez deux banques, une banque qui a un excellent PCA qui a été testé et qui est mis en pratique, un autre qui est purement papier. Il y a une crise. La deuxième banque ne parvient pas à servir ses clients. La première banque va utiliser cette opportunité en utilisant une force de marketing et de vente pour attirer les clients de la banque 2 vers la banque 1 en leur disant, vous voyez, nous, on est solide. Donc, si on est solide techniquement, on est solide aussi pour protéger vos actifs. Et donc, vous pouvez avoir des gains de part de marché. Donc, un PCA est un plan de protection et un plan d'opportunité. Et c'est en phase, en fait, avec cette nouvelle approche de gestion des risques. Le gestionnaire de risque n'est pas uniquement là pour voir ce qui ne va pas. D'ailleurs, il y a l'Institut des auditeurs internes qui a mis en place une nouvelle approche des trois lignes de défense. Et donc, ça va aussi modifier complètement l'approche. Donc, le PCA aide à sauvegarder la réputation, à l'améliorer, à faire briller la marque ou le contraire. Vous avez également des aspects financiers, bon, ça on peut le comprendre, mais c'est aussi une protection des revenus. Donc, quand on parle PCA, on ne doit pas uniquement parler de technique, on doit parler de revenus et de capital. Donc ça, c'est le rôle du gestionnaire des risques qui va s'intéresser à ça et à la direction financière. Donc, il faut protéger les revenus. Il faut continuer à générer des revenus pendant le PCA, pendant la crise. Donc, le PCA doit permettre cette génération de revenus et doit également permettre de répondre aux aspects réglementaires. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans les réglementations? Qu'est-ce qu'il est dit, par exemple, au niveau des rapports? Est-ce que le régulateur, lors de la crise de la pandémie, a dit « OK, on vous autorise à reporter les rapports réglementaires ou pas ?» Dans la Banque européenne d'investissement, j'avais vu une étude faite au niveau des 17 responsables d'audit interne des grands groupes européens et il
été mentionné. Donc, au niveau réglementaire, il y avait eu des accords entre les banques et la Banque européenne, la Banque centrale européenne, pardon, que toutes les activités donc, de contrôle de la banque étaient reportées de 6 mois. Donc, et les rapports donc, que devaient émettre les banques par rapport à certains contrôles de supervision, dont les rapports, les contrôles sur les modèles de risque, qui s'appelle donc l'approche, c'est TRIM. Hein, donc tous les ans, la Banque européenne d'investissement fait donc des audits des modèles de risque, hein, de marché, de crédit, etc. Et donc, ça, c'était également reporté pour 6 mois. Mais les autres rapports, il n'y a pas eu de commentaires là-dessus. Donc, la banque doit être capable de transmettre les rapports selon les agendas du régulateur, de la Banque centrale ou de la commission bancaire, etc. En fonction de l'organisation de vos pays. Le PCA aussi, ce n'est pas un document interne. Donc, si on parle même quand on parle de contrôle interne maintenant, le contrôle interne, il va plus loin que la banque. On parle maintenant de chaîne de valeur. Donc, en anglais, on dit end-to-end value chain. La chaîne de valeur, hein, du début à la fin. Et donc, le PCA, il doit aller plus loin que le périmètre de l'entreprise. Les parties prenantes, important, j'ai déjà énoncé un cas de partie prenante avec les clients. Donc, c'est être proche des clients. C'est ce que donc l'entreprise de M. Tossa a fait. Donc, il a été très, très actif. Il a pris cette opportunité pour contacter, en fait, donc c'est MDB, Benin, qui a pris l'initiative d'aller voir les clients immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect psychologique. En période de crise, les gens aiment bien parler et les gens aiment bien se faire écouter. Donc, les gens ici, c'était les clients. Alors, vous imaginez, donc, votre banque, au lieu de simplement faire un message, comme toutes les autres banques disent, oui, nous sommes là pour vous aider, etc. MDB, ils ont été sur le terrain, ils ont parlé à leurs clients. Il y a eu un retour, donc, qui était tout à fait intéressant, avec aussi une analyse pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer en fait nos services ou nos produits, la création de services ou de produits. Les parties prenantes, c'est contact avec le régulateur. Donc, il y a eu des moratoires, hein, dans pas mal de pays, dans les vôtres aussi. Et donc, il y a cette relation qui doit être faite. Et actuellement, on est aussi le PCA, je le rapproche à la gouvernance et aux objectifs de gouvernance, d'éthique et de transparence. Ce qui est très important dans un PCA, c'est de communiquer. Communiquer avec toutes vos parties prenantes. Donc, première partie, c'est identifier quelles sont les parties prenantes. Donc, j'en donne quelques-unes. Hein, c'est les clients, c'est le régulateur, c'est vos investisseurs, c'est votre conseil d'administration, c'est vos fournisseurs. Hein, et on peut encore en avoir d'autres, des consultants, etc. Donc, il faut être transparent. Étant transparent, on gagne en valeur. En étant transparent, on communique régulièrement. Donc, il y a une communication de crise qui doit être faite régulièrement. Donc, il y a une décision en mars qui a donc une pandémie, qui a des actions qui sont prises. On communique avec les parties prenantes. Par après, s'il y a des changements dans notre réalité, on continue à communiquer. On ne s'arrête pas. Il vaut mieux être transparent maintenant que de ne pas l'être, parce que c'est le modèle en fait du monde actuel, qui est dû, par exemple, aux médias sociaux. Donc, si vous ne faites pas la communication de crise, c'est les autres qui vont faire la communication de crise. Et là, si les autres commencent à faire votre communication de crise sur Facebook, etc., vous ne maîtrisez plus votre discours. Donc, il faut être très rapide et être très, très précis et très transparent. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans un PCA. Donc, c'est multidimensionnel et c'est pas uniquement technique, c'est pas uniquement protection, c'est également
gain d'opportunité, c'est très important de le signaler. Quand on démarre en fait un PCA, on ne démarre pas uniquement avec des scénarios, on va définir, il y a un objectif de définition des menaces, de toutes les menaces possibles que vous avez dans l'entreprise. Alors, la définition des menaces, hein, j'en donne 4, mais il y en a bien plus, hein, pandémie, incendie, désastres naturels, cyberattaques, ça fait également partie du PCA. Qu'est-ce qui s'est passé quand on relie, vous voyez, on relie PCA à cyberattaque. Le but, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est de faire des liens. Vous avez une pandémie, vous n'allez pas regarder que la pandémie. Hein. La pandémie, c'est quoi? Si on prend la taxonomie des risques, on peut déjà dire que la pandémie, ben, ce n'est pas un risque de crédit au départ, ce n'est pas un risque de marché, hein, c'est un risque opérationnel hein, qui va engendrer donc un problème opérationnel. Donc, l'outil adéquat, c'est le plan de continuité. Simplement, si vous arrêtez là, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut dire, voilà, la pandémie crée une nouvelle réalité et cette réalité entraîne quoi? Ben, donc là, c'est vos gestionnaires de risques qui partent dans leur identification des risques. Cette taxonomie de risque de PCA est différente de la taxonomie des risques de processus normal. Donc, prenons le cas, une pandémie entraîne quoi? Ben, ça peut entraîner des cyberattaques. Alors, j'ai regardé en fait la liste des cyberattaques qui a eu lieu dans le marché à travers le monde. J'ai regardé les statistiques à janvier et février 2020 par rapport aux statistiques de mars et avril 2020. Eh bien, pendant les 2 premiers mois, il y a eu une attaque cyber ciblée qui est massive. Hein, je veux dire, je ne veux pas prendre tous les petits hackers qui s'amusent, etc. Il y avait une attaque avec un risque qui était, on va dire, moyen. Alors, en mars et avril, il y en a eu à peu près une dizaine, avec à peu près 30% de très haut risque, 30% de haut risque, et puis les autres qui défilaient entre moyen et faible risque. Donc, on voit qu'une pandémie engendre d'autres risques. La pandémie engendre d'autres risques opérationnels, parce que cyberattaque, c'est un risque opérationnel, mais peut engendrer d'autres risques dans d'autres taxonomies de risques. Donc, on va prendre l'exercice. On a une pandémie qui peut entraîner quoi? On a vu cyberattaque, d'accord, mais on reste dans les risques opérationnels. Et ça peut entraîner quoi après la pandémie? L'objectif de la gestion des risques actuels, c'est gérer les causes directes, mais également chercher les causes indirectes. Alors, une pandémie, eh bien, effectivement, ça entraîne quoi? Ben, certaines entreprises ne peuvent plus travailler ou certaines ont moins de clients, donc moins de business. Certaines sont affectées par l'absence de livraison, donc ils ne peuvent pas répondre aux clients, donc ils peuvent perdre des clients également. Et ça entraîne quoi? Pour vous, institutions financières, un impact sur le portefeuille des crédits. Donc, la pandémie entraîne un risque cyber, entraîne un risque de crédit. Ce risque de crédit, donc s'il est mal géré ou on s'est rendu compte qu'il n'y a pas suffisamment de bonnes garanties, ça peut entraîner quoi? Un risque réglementaire parce que vous allez sortir du cadre des ratios réglementaires et un risque de réputation aussi. Donc, vous avez la gestion des risques, c'est plus unidimensionnel. Et ça, c'est quelque chose que je vais mettre dans votre tête, c'est les analyses doivent être plus poussées et il faut aller chercher, c'est un chemin. On appelle, c'est un flow en anglais, un flux. Donc, vous avancez, ça entraîne ça, qui entraîne ça, qui entraîne ça, etc. Et alors, après, on va regarder les contrôles qu'on a par rapport à ça. Donc, on ne s'arrête pas, une pandémie, c'est un PCA, c'est bon, stop, non. Il faut aller voir dans les autres aspects des fonctions de risque et d'autres processus. Donc,
important donc de faire le PCA. Pourquoi on identifie les menaces? Parce qu'en discutant par exemple avec M. Tossa MDB, on s'est rendu compte que finalement, si on ne fait qu'un PCA qui est unidimensionnel, est-ce que si on a par exemple un incendie, est-ce que vous allez appeler les mêmes actions de plan de continuité que s'il y a une pandémie ou qu'il y a des cyberattaques? Non. Donc, il y a différents postes que vous allez appeler quand il y a une pandémie. Une pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'a pas perdu le bâtiment central, simplement, on ne pouvait plus l'utiliser à pleine capacité, puisqu'il fallait des distanciations, on devait rester à la maison dans certains pays. Donc, il y a ce point-là. Alors que quand il y a un incendie, ben, ça brûle. Et donc, on doit abandonner. Dans une pandémie, si votre plan de continuité, il intègre des sites de secours, parce que ça, c'était la règle avant la pandémie, il faut un site de secours. Quand il y a un problème, tout le monde va aller dans le site de secours, dans le site alternatif. Et dans le site alternatif, on a plusieurs niveaux, mais on ne va pas aller en détail ici, parce que sinon on va passer la soirée. Donc, ce site de secours dans une pandémie, ben, il n'a pas servi à grand-chose, puisqu'on ne pouvait pas rassembler tous les gens dans les départements. Dans certains pays, il fallait travailler de la maison. Donc, vous avez, en temps de pandémie, votre siège central qui ne peut pas être utilisé à pleine capacité, votre plan de secours non plus, et les personnes travaillent à distance chez eux. Tandis que dans un incendie, c'est différent. Là, si votre siège central brûle, ben, vous pouvez aller dans votre site de secours et tout le monde continue à travailler là. Désastres naturels, là, il peut y avoir d'autres impacts, c'est les événements externes, c'est votre réseau externe qui peut avoir des problèmes, ce qu'on n'a pas eu dans la pandémie non plus. Et puis, dans tous les cas, on a des liens communs. La cyberattaque va être exacerbée dans tous les cas de menace. Ça, c'est clair, parce qu'ils sont malins, ils profitent des vulnérabilités. Je voudrais vous montrer une analyse qui a été faite par les experts en risque opérationnel. D'abord, ici, vous voyez l'horizon 2020. Ça, c'était l'analyse qui a été faite sur les 5 principaux risques opérationnels qu'on allait subir en 2020 par l'ensemble des experts en risque du monde entier. Alors, premier risque, le risque cyber. Hein, tout le monde était d'accord là-dessus. Deuxième risque, il voyait un risque de conduite. Donc, le risque de conduite, c'est le risque que les différentes personnes ne suivent pas en fait les règles dans l'entreprise, les politiques et les procédures, etc. Ça engendre quoi, des conflits d'intérêts ou des problèmes d'éthique. Le troisième risque était le risque technologique qui avait été identifié. Et puis le quatrième et le cinquième relevaient plutôt de l'aspect conformité. C'est l'aspect conformité réglementaire et l'aspect crime financier. Donc là, on avait 5 risques bien définis. Et ils ont été malins. Au début du Covid, ils ont refait cette analyse. Et alors, on va du côté gauche, hein, ici, de l'écran, et on voit un changement. Donc, la crise a amené quoi? À identifier comme risque principal la continuité des affaires, donc le plan de continuité d'activité. Le deuxième risque, eh bien, il est passé de 1 à 2, ça reste le risque cyber. Le troisième risque, c'est dans le risque de Bâle, c'est le risque de process d'exécution, donc d'erreurs opérationnelles, hein, d'encodage, etc. Le quatrième risque, c'est le risque humain. Et vous voyez un cinquième risque qui est né ici, c'est le risque de contrepartie, c'est-à-dire des fournisseurs. Donc, les fournisseurs deviennent un risque important pour les institutions financières. Je prends un exemple, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Avant, tout le monde achetait ses ordinateurs en Chine. Le problème, c'est que dans les risques de continuité, on n'a pas pris en compte qu'il peut y avoir une pandémie en Chine qui pouvait nous impacter. Pandémie en Chine, ça veut dire quoi? Les industries en Chine s'arrêtent. Capacité de production des usines pour les ordinateurs, 20% de capacité. Demande au niveau mondial maximale.
donc un problème. Donc, les fournisseurs ici ne pouvaient plus fournir donc, les institutions. Donc, c'est un risque dont on doit tenir compte. Donc, changement, et on voit bien, continuité des affaires devient le risque majeur en 2020. Alors, je voudrais vous montrer ce document. Ce document qui est extrait d'un autre. Attendez, on va voir si on voit mieux comme ça. J'espère qu'on voit mieux, un peu mieux comme ça. Un peu mieux, oui. Donc, merci. Je suis désolé pour les écrans précédents. J'espère que ça a été. Donc là, il y a une analyse qui est faite tous les ans aussi. C'est par le Forum économique mondial, en anglais World Economic Forum, qui fait aussi une analyse de risques, les risques qu'on va retrouver au niveau global, au niveau du monde. Qu'est-ce qui est mentionné ici dans l'analyse pour la projection des grands risques en 2020? Alors, comment ça se présente? Vous avez ici la cloud, ça veut dire probabilité. Donc, ici, vous avez la ligne de probabilité et ici, vous avez la ligne d'impact. Donc, impact, probabilité, qui calcule les risques. Donc, c'est votre cartographie des risques, si vous voulez. Mais ça, c'est la cartographie des risques au niveau mondial. Et donc, qu'est-ce qu'on voit comme risque majeur? Donc, les grands risques qui se retrouvent ici. Bon, déjà, est-ce qu'ils ont identifié comme risque majeur la pandémie? Ben, on la retrouve ici, en fait, la pandémie. On la retrouve avec une probabilité inférieure à la moyenne. La moyenne se trouve ici. Mais on a quand même, en termes d'impact, supérieur à la moyenne de l'impact. Donc, c'est quand même, c'est pas un risque faible, c'est un risque moyen élevé. Mais il n'était pas dans les risques élevés. Qu'est-ce qu'on trouve dans les risques élevés actuellement? Les risques de climat extrême, les risques de désastres naturels, les risques d'absence en fait d'adaptation des institutions internationales au changement climatique, donc des accords internationaux. On voit ici le risque de cyberattaque. Donc tout ça, c'est très élevé. Hein. C'est très élevé comme risque. Ici, des désastres dus à l'être humain. Ici, des crises en matière d'eau. Ici, des pertes de biodiversité d'écosystèmes. Alors, ici également des migrations importantes, des conflits, et puis quand même ici, qui reste élevé, des problèmes de gouvernance globale, mais également nationale. Donc, on a et puis ici, des vols de données. Donc, ça, c'est les grands risques qui ont été identifiés. Donc, c'est pour ça que je dis qu'un PCA doit être multidimensionnel. Il faut aller voir donc, des références internationales, les identifier et puis les adapter à son pays, à son entreprise, pour voir si ça, c'est un grand risque au niveau mondial, qu'est-ce que ça peut entraîner au niveau de notre réalité. Et donc, il ne faut plus vivre, quand on parle de gestion des risques et donc des plans de continuité, il ne faut plus vivre en isolation. On voit bien, la crise de 2008, elle a touché tout le monde. La pandémie, elle a touché tout le monde. Donc, tout le monde est touché. Il y a certains niveaux d'impact qui est différent, mais quand même, on ne peut pas négliger. Et on peut remarquer que finalement, quand on regarde les risques opérationnels, quels sont ceux qui coûtent le plus cher à une entreprise? C'est quand même les risques environnementaux, je veux dire, hors de la banque. Ça coûte nettement plus cher parce que ça impacte votre banque, mais ça impacte aussi tous vos clients et donc vos résultats. Donc, je serais curieux de voir les résultats des différentes institutions financières. J'ai vu un résultat à mi-année, au mois de juin, pour une grosse banque de la place à Bruxelles, qui avait comme provision crédit l'année passée, à la même époque, de 31 millions d'euros,
de provisionnement sur le portefeuille crédit. Et en mois de juin 2020, 134 millions. Donc, on multiplie au moins par 4. Donc, ce n'est pas négligeable, cette pandémie qui se trouve ici dans l'évaluation des risques. Donc, il y a un risque qui n'est pas bien évalué actuellement dans les entreprises, mais qui est de plus en plus mis à jour, c'est le risque climatique. Et ça, les risk managers, ils ne travaillent pas encore beaucoup. Donc, continuons. Ici, en fait, c'est une analyse, comme j'ai dit, en fait, quand on parle de risque, il ne faut pas s'arrêter à un risque, il faut parler de l'interconnexion des risques. Et donc, l'analyse qui doit être faite, c'est, vous avez ici une grille avec différentes connexions et avec toute une série de risques. Et l'analyse qui est faite, c'est donc votre équipe de gestion des risques va identifier quel est le problème si on a un problème climatique. Ça peut entraîner quoi? Des migrations involontaires, ça peut entraîner quoi? Une instabilité sociale, qui peut entraîner quoi? Un problème de gouvernance nationale, qui peut entraîner quoi? Une crise fiscale, etc. Donc, vous avez donc des liens entre différents de risques. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Chaque couleur représente un type de famille de risques. Et on voit très bien que les connexions sont une famille de risques. Ici, oui, c'est entre vert, mais ça va au rouge, ça va au orange. Hein. Donc, vous avez donc des interconnexions, d'où l'importance de faire ce type d'analyse détaillée dans le plan de continuité. Alors, le plan de continuité, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un plan de continuité? Toute une série de phases. Hein, il y a la phase d'initiation, que je caractériserais comme quoi? C'est la phase de définition de la gouvernance, hein, du projet de plan de continuité, mais également de la gouvernance en mode dégradé. Vous avez également une phase qui est très importante, c'est l'analyse des risques, naturellement. Donc, vous devez avoir une analyse des risques en plusieurs phases. Et donc, c'est ce que je fais donc avec les clients, c'est qu'on élabore donc plusieurs phases pour arriver à quoi? Finalement, à une cartographie des risques. Comme la cartographie des risques qui est ici, mais qui est celle-ci, elle est au niveau mondial, mais l'objectif, c'est d'élaborer cette cartographie des risques. Quand je parle de PCA, hein, je ne vais pas parler de tous les risques. Hein. Donc, vous avez une cartographie des risques du processus normal et puis une cartographie qui se rapporte au PCA. Donc, en général, cette analyse de risque se fait, moi, je la fais en 9 phases. Hein. Donc, c'est très détaillé parce que c'est un des maillons pour tout plan de continuité. Alors, un autre élément important, naturellement, c'est quoi? C'est l'analyse d'impact. Hein, ça, c'est vraiment fondamental. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'analyse d'impact? On parle de certains critères comme le temps de récupération qui est important, le niveau de service qu'on veut fournir, et puis le temps maximum de rupture. Donc, on a, disons, trois éléments au moins à mettre en place. Alors, quand on parle de risque de continuité, ici, j'ai fait un petit graphique avec l'impact et la probabilité. Donc, vous avez, quand vous faites votre analyse des risques au niveau du département des risques, une identification de risques faibles, moyens, élevés et puis moyens avec une autre couleur. Alors, le PCA, il se retrouve où? Il se retrouve dans une réponse à ces risques moyens-là. Pourquoi? Parce qu'un désastre est caractérisé par quoi? Par une fréquence, je vais dire faible ou moyenne, hein, parce qu'elle va sûrement augmenter maintenant, mais allez, on va dire faible à moyen, et un impact élevé. Donc, une pandémie, un impact élevé. Un incendie, un impact élevé. Un désastre naturel, un impact élevé. Mais on n'a pas une pandémie tous les ans. Qu'est-ce qu'on a eu comme pandémie depuis 20 ans? Voilà, hein,
Est-ce que c'est tous les ans ou une fois tous les de 1 à 5 ans ou entre 5 et 20 ans, etc. Donc, c'est ce qu'il faut évaluer. Cette cartographie, elle doit être basée sur une échelle de probabilité d'impact qui doit être définie en interne. Ça dépend d'un pays à l'autre. Un désastre peut avoir bien plus une probabilité bien plus grande. La probabilité bien plus grande, par exemple, aux Philippines, où vous avez des désastres naturels qui arrivent très régulièrement. Avec quoi comme perte? Vous avez des pertes de récolte, des pertes de bâtiments, mais des pertes de clients aussi parce qu'ils meurent, avec des tsunamis, etc. Donc, vous devez déjà évaluer donc, tous vos désastres et les identifier dans votre cartographie des risques. Simplement voir, donc ça je vais revenir par après, d'accord, je reviens. Donc l'analyse d'impact, on peut en parler. Donc l'analyse d'impact, elle doit être faite par département. Donc vous savez très bien que quand il faut récupérer l'entièreté du processus. Donc ça ne sert à rien de se dire, ah, l'activité critique, c'est les crédits, donc on va se focaliser sur le département des crédits. Le département des crédits, il est dépendant d'autres départements. Donc on doit travailler en processus. Et donc il faut identifier dans l'analyse d'impact le temps de récupération pour chaque département. Donc, le département de comptabilité, le département des crédits, l'agence, le département des risques, voilà, le département achat. Et donc, vous définissez un temps de récupération. Ce temps de récupération est fixé en fonction de certains critères internes. Et donc, quel est le but? C'est une fois que vous avez identifié le temps de récupération, vous voyez chaque couleur est le temps de récupération pour chaque département. Donc, il y en a qui récupèrent après une unité de temps, d'autres après 2 unités, et puis commencent à récupérer de plus en plus jusqu'à après 5 unités de temps, ils récupèrent leur maximum. Après, une fois que vous avez ce temps de récupération qui est identifié par département, vous allez faire votre ligne de temps de récupération en indiquant, voilà, ici c'est l'incident, et donc je vais mettre tous les départements, les processus. Par exemple, je prends le cas d'ici, c'est ce processus-là, il lui faut 2 jours pour récupérer. La trésorerie, ben, il lui faut 1 semaine pour récupérer. Les salaires, 3 semaines. Et puis, vous faites votre échelle de temps pour voir en combien de temps vous pouvez retourner à la normale avec tous vos processus. Là-dedans, qu'est-ce que vous devez analyser? Eh bien, toutes les ressources nécessaires. Quand on dit « je récupère en 2 jours », ça veut dire ce département récupère en 2 jours son système, ses applications, ses réseaux, son endroit pour travailler ou bien son site alternatif où tout le monde peut s'asseoir et je récupère tous mes gens. Ou une partie des gens et donc on doit réallouer le temps. Ça veut dire également que vous devez identifier les personnes donc, que vous pouvez remplacer. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des postes critiques où il n'y a qu'une personne qui peut faire le travail. Donc, ça doit être inclus dans l'impact et donc l'impact sur tous les processus de l'entreprise. Donc, je reviens ici. Donc, ici, on est à l'analyse d'impact. Donc, analyse des risques. Donc, on est en probabilité et impact. C'est très important. Je voulais peut-être vous montrer une chose. Je ne sais pas si je peux. Je vais essayer de sortir d'ici. Je vais essayer de partager un autre nouveau partage. Ici. Mais je ne vais pas le laisser très longtemps disponible. Voilà, et vous voyez donc ce qui a été fait avec les différents, je dirais que les clients et principalement M. Tossa, donc il y a une échelle de probabilité d'impact qui a été développée. Et on voyait la fréquence d'occurrence 1 an, 5 ans, 5 à 20 ans, 20 ans, etc. Et vous avez une échelle d'impact qui se retrouve ici. Vous avez également, avec les clients, donc, un plan de contingence de liquidité qui a été développé, qui permet donc d'identifier
les différentes réponses aux risques qui sont essentiels. Donc, je reviens là-dessus. Donc, vous avez donc une série d'outils, d'échelles. Vous avez un plan de contingence de liquidité. Pourquoi je parle du plan de contingence de liquidité? Je ne l'ai pas encore parlé parce que c'est l'outil fondamental pour justement répondre rapidement à une situation de crise. C'est l'outil où vous devez immédiatement sauter dessus. Vous avez une crise, vous regardez votre liquidité. Vous savez qu'avec les nouvelles règles de Bâle, votre liquidité, vous devez avoir une liquidité de 30 jours. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en cas de crise? Quels sont les impacts sur votre liquidité? Est-ce qu'il y aura des modifications au niveau des rentrées, des sorties? Voilà, tout ça, ça doit être analysé. Donc, sur base de ça, vous allez définir votre stratégie. C'est-à-dire, votre stratégie, c'est quels sont vos critères de priorité. Critères de priorité aussi en termes de processus. Après, vous avez une phase qui s'appelle les réponses d'urgence. En soi, c'est quelque chose qui est également indépendant du PCA, mais qui fait partie de la phase, une des phases du PCA. Parce que vous pouvez avoir une crise qui dure très peu de temps. Et donc, vous allez reprendre en fait les procédures et les processus des réponses urgentes pour gérer une crise courte. Et si cette crise courte n'est pas résolue, alors vous devez faire appel à votre PCA. Donc, il y a différents niveaux d'activation des tas de crise. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait ces différentes phases, que vous allez créer votre plan en développant toutes les politiques, les procédures adéquates par rapport à ces différentes phases. Les autres aspects, et ça, si vous arrêtez là, ce n'est pas suffisant. Parce que si vous avez une crise, vous n'avez aucune pratique. Donc, c'est comme apprendre le football en regardant une vidéo et en lisant un livre. Si vous ne vous formez pas, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir réagir par rapport donc, à l'autre équipe. Et peut-être que vous n'avez pas assez non plus de souffle pour tenir toute la durée. Donc, il faut des formations et également la maintenance, également les tests. Et ça, pour moi, c'est l'aspect le plus important. Naturellement, si on n'a que ça, c'est pas assez. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des résultats qui sont inférieurs. Et les banques qui mettent en place et qui maximisent cette maintenance, ces tests et cette formation vont avoir des gains de part de marché très, très importants. Donc, la formation, quel type de formation? Externe, interne, webinaire, workshop. Donc, workshop, c'est une formation qui est plus dans la pratique. Et donc, également, formation, certification. Vous pouvez vous faire certifier ISO, plan de continuité, par donc, la certification ISO. Donc, une certification pour l'entreprise, pas pour la personne. C'est différent. Mais ça a une grosse valeur. Pourquoi? Parce que ça va quoi? Rendre confiance à qui? Aux clients et aux parties prenantes. Parce que si vous êtes certifié ISO, vous pouvez dire, voilà, moi, on a fait des tests, ça a été testé de manière externe et voilà. Ou vous pouvez appeler des consultants qui vont vous faire une analyse justement des tests, la maintenance, la formation et le caractère robuste de votre plan. Donc, on a la gouvernance dans l'initiation, l'analyse des risques, ici, dans l'analyse des risques et l'analyse d'impact, la décision stratégique par rapport à l'identification des risques. Vous avez après les réponses urgentes, c'est-à-dire répondre rapidement à une situation et à un moment définir on la résout immédiatement ou on fait appel au plan total de continuité. Ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il faut avoir? Une équipe d'urgence qu'il faut instaurer. Et ceux-ci doivent être entraînés, ils doivent pratiquer. Voilà. Donc, les formations
c'est recommandé dans certains pays de faire des formations tous les ans, un peu comme les formations en blanchiment. Donc, il y a beaucoup de pays qui demandent et des régulateurs qui demandent, et vous devez faire passer un examen de connaissances et de compétences en matière de blanchiment. Avec ce qui s'est passé, je trouve que ce serait un minimum pour le plan de continuité aussi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Le monde, on dit que le monde, il est VUCA en anglais. Donc, le monde, il est volatile, il est en français incertain, il est complexe, il est ambigu. Donc, il ne s'agit plus d'avoir des prises de décision en étant sûr, c'est plus possible. Il faut déjà prendre des décisions dans l'incertain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préparer aussi les décideurs à pouvoir répondre rapidement avec un minimum d'informations. Donc, là aussi, ça demande une formation. Hein. Donc, il faut un actif. S'il y a il faut être rapide. Et donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne ce qu'on appelle en anglais le accountability, la redevabilité. Il y a de la responsabilité et de la redevabilité. Ne rien faire, c'est ce qu'il y a de moins bon. Donc, il vaut mieux faire parce que ce qu'on a fait, même s'il est imparfait, on peut le corriger. Si on ne fait rien, on subit les événements. Donc, formation. Moi, je préconise des formations obligatoires pour tous les employés. Vous pouvez revenir au PowerPoint avec un test. Et puis, ça. Je ne l'ai pas. D'accord, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Donc, ah oui, pardon. Excusez-moi. Voilà. Vous l'avez? Je crois que. Voilà. Ok, parfait. Voilà, donc on est, donc j'avais parlé donc, de l'initiation qui est la gouvernance. On a une partie risk management, gestion des risques. C'est ces deux phases-là. Hein, je ne l'ai pas dit, mais l'analyse d'impact, ça prend combien de temps, en fait, vous croyez, pour faire une analyse d'impact? Une analyse d'impact pour un processus, ça peut prendre 6 à 8 semaines, si vous voulez le faire en détail. Donc, 6 à 8 semaines multiplié par le nombre de processus, ça vous fait combien? Donc, ça fait combien de temps il faut pour mettre un plan de continuité en place complet? Ça prend du temps. Hein, si je prends 10 processus, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 10 fois 8 semaines, ça fait 80 semaines déjà. Et vous avez fait qu'une partie du plan de continuité. Donc, ça demande des ressources, le plan de continuité, ça demande des ressources plutôt à temps plein pour faire ça. Et puis à la maintenance. Alors, c'est pour ça qu'on parle en termes de plan de continuité, une amélioration continue. Ça fait partie de la maintenance. Et donc, si vous avez une institution financière et vous dites, oui, moi j'ai mon plan de continuité, il a été fait quand? Hein, en 2018 ou 2019, et après, après non, il n'y a plus rien eu, c'est pas assez. Donc, si vous devez auditer cette entreprise, vous la notez en mentionnant insatisfaisant pour le manque de suivi et de maintenance du plan de continuité. Les tests, donc ça, les tests sont basés sur la force des scénarios que vous identifiez. Vous allez élaborer toute une série de scénarios et vous allez devoir les tester en réalité. Il y a un test, je vous donne un exemple d'un test que j'ai fait dans une banque, hein, ici à Luxembourg. C'est le test, on a décidé qu'on ne disait rien à un département et que ce département, quand les employés allaient venir dans le département, on leur déclarait qu'il y avait le plan de continuité. Et donc, ils devaient suivre la procédure du plan de continuité. Ça veut dire donc qu'ils devaient sortir de la banque, se réunir à un endroit qui était défini, qu'on appelle donc des transports donc pour transporter les personnes vers le plan de site alternatif, et à partir de là, donc, travailler comme si c'était une journée normale. Travailler en réalité avec les clients. Et puis, il y avait un suivi de la gestion des risques et de l'audit en observation pour voir, identifier donc, ce qui avait marché
et ce qui n'avait pas marché, pour tirer des leçons et donc améliorer et donc interviewer aussi les différents agents pour voir donc comment ils avaient abordé cette situation qui n'avait pas été préparée. Également évaluer donc la capacité du système technique à pouvoir faire face et à répondre aux besoins des utilisateurs et des clients. Donc ça, c'est un exemple de test, mais il y en a beaucoup d'autres à faire. Et puis, il y a la phase de communication. Cette phase de communication, elle est essentielle. Ça veut dire qu'en période de crise, il s'agit de définir qui va communiquer avec qui. Donc, il y a des communicateurs internes. Donc, ça, c'est principalement ressources humaines, je veux dire. Et puis, des communicateurs externes. Et les autres n'ont pas à faire des commentaires à la presse ou peu importe, sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, il y a des règles à respecter en termes. Donc vous avez un communicateur qui s'occupe de l'externe, donc qui va être défini. Si vous avez une équipe de communication ou bien c'est le DG ou le DGA qui s'occupe de cette communication, ça dépend. Mais il faut que ce soit défini à temps. Alors, au niveau du PCA, les effets portent sur quoi, en fait, en matière de crise, hein? Il y a quelques exemples. Hein. Ça peut entraîner une baisse de la demande, donc des clients, une limitation des transports, stagnation des importations de matières premières, de marchandises en général. Il peut y avoir une diminution des prix, voire dans certains cas, chez nous ici, il y a une augmentation des prix des aliments, et même fort, parce que justement, c'était les produits phares pendant la période de confinement, où il n'y a que les magasins d'alimentation qui étaient ouverts, et ils en profitaient. Il peut y avoir une diminution des transferts de fonds, des fermetures temporaires ou définitives d'entreprises, il y a une hausse du chômage, baisse de la consommation, notamment non alimentaire, et c'est le cas, hein, fluctuation des taux d'intérêt, dépréciation des monnaies, confinement de la population dans certains pays. Tout ça, donc, tous ces effets, ils doivent être analysés. Et vous pouvez faire en fait des analyses aussi, des stress tests ou des analyses de scénarios sur votre portefeuille. Quel est l'impact de ces données sur votre portefeuille? Je vais vous donner rapidement, je vais me permettre de nouveau partager. Ah non, mais je crois que ça va aller. Je crois que je l'ai. Excusez-moi, je vais revenir là sur. Je vais essayer de partager un autre document. Voilà, moi j'ai travaillé donc avec une institution en Afrique où on a pu faire des stress tests en fait avec des modèles de régression multiples sur certains indicateurs. Indicateurs donc du portefeuille des crédits sur les provisions, et on a pris en compte un certain nombre d'éléments comme des données macroéconomiques. Et on a pu tirer des conclusions sur des projections. Ça, c'est des mesures d'impact de liquidité, et donc voir dans quelle mesure donc, on a des impacts de liquidité. On a fait des études aussi, ce qu'on appelle des scénarios de contagion, où on s'est dit, tiens, parce qu'on peut avoir un très bon PCA et une entreprise, une autre banque peut avoir un très mauvais PCA, et peut se retrouver en problème de liquidité. Ça, c'est sur le marché. Tous leurs clients essayent de retirer les fonds. Ça crée une panique générale dans toutes les banques. Tous les clients ont peur, n'ont plus confiance dans le secteur bancaire. Ils courent tous dans leur banque pour retirer l'argent. Donc, en fait, un désastre, ça peut venir d'un compétiteur qui est mauvais. Et ça, c'est arrivé hein, dans certains pays, dont en Afrique. Alors, vous avez ici une analyse sur les risques opérationnels. J'ai fait toute une série d'analyses sur l'impact du portefeuille de crédit et de l'impact sur les revenus et sur le capital aussi. J'ai fait aussi des scénarios mixtes où vous pouvez lier les crédits et la liquidité. Et puis, un scénario d'amortissement par le coussin des profits. Donc, vous pouvez faire toute une série de scénarios qui peuvent être de plus en plus complexes.
Donc, il ne s'agit pas uniquement de faire, encore une fois, un PCA technique. Ça, c'est le plan de désastre, de récupération d'un désastre technique. Il en faut, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le monde du risk management s'oriente de plus en plus vers les scénarios. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le monde était VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc, il ne s'agit plus de dire, ben voilà, ça va arriver l'année prochaine. Non, il y a plein de choses qui peuvent arriver l'année prochaine. Et s'il y a quelque chose qui arrive, eh bien, ça peut avoir des effets multiples. Donc, il y a un travail au niveau de la deuxième ligne de défense qui est assez conséquente. Alors, je ne sais pas si vous, comment vous gérez votre plan de continuité. Est-ce que le plan de continuité, il est sous la responsabilité de la deuxième ligne de défense ou vous avez une unité spécifique en charge du PCA? Ou alors, donc c'est soit la gestion des risques qui est en charge de la coordination, soit vous avez une unité spéciale de plan de continuité qui dépend alors directement du COO ou du DG ou du DGA, soit vous avez un comité avec une responsabilité partagée. Donc, il y a le DG qui intervient, qui lui donc, va suivre le développement. Vous avez donc soit la gestion des risques, ou alors si vous avez un contrôleur qui s'occupe de certaines parties de la coordination, mais vous avez les différents départements qui doivent être engagés parce qu'ils ont toute une série de responsabilités par rapport donc, à ce qu'on doit faire pour pouvoir répondre à un désastre. Donc, vous avez analyse des effets et vous allez devoir identifier les scénarios. Donc, hausse du chômage, ça a un impact quoi? Moi, dans mon stress test, j'ai pris une dizaine d'agrégats macroéconomiques. Et j'ai fait une régression multiple par rapport à différents niveaux, donc différents types comme l'impact sur le portefeuille du crédit ou l'impact sur la liquidité. Donc, il n'y a pas que la hausse du chômage, il y a autre chose, la fluctuation des taux d'intérêt, dépréciation des monnaies. Et vous regardez donc si effectivement, quels sont les indicateurs qui ont le plus d'impact. Voilà, donc les problèmes de continuité des activités. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? Là, vous le savez, problème de sécurité, un problème de santé, des employés, des clients, des familles. Vous pouvez perdre des clients, comme je l'ai dit aux Philippines, ils perdent des clients quand il y a un désastre. Donc, perte de productivité. On a le travail à distance. Donc, est-ce que les réseaux sont suffisamment puissants pour pouvoir travailler à distance? Bon, on l'a vu quand même si on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning et d'algorithmes, je trouve que les réseaux, ils étaient moyens. Je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient moyens parce qu'on avait des pertes de connexion. Même les employés donc, qui travaillaient dans les sociétés de télécom, je les avais contactés, ben, ils m'avaient dit qu'ils avaient parfois des problèmes parce qu'ils travaillaient de chez eux. Et donc, quand ils devaient intégrer ou répondre à un client et aller chercher les coordonnées des clients, etc., ils étaient quelquefois rejetés du système. Et donc, un des moyens, donc on avait discuté, parfois, si le réseau n'est pas fiable, donc il m'avait dit, mais essayez la 4G. Et donc, ça, c'est un moyen aussi de répondre à un problème de réseau. La 4G me permettait de continuer à faire, par exemple, des conférences ou des réunions parce que le réseau était à plat. Le réseau filaire était à plat. Donc, en discutant avec eux, c'est intéressant d'avoir des solutions. Vous pouvez avoir une augmentation du risque de fraude parce que les contrôles peuvent diminuer. Vous avez un problème aussi, comment vos auditeurs vont auditer pendant une crise. Vous pouvez avoir des problèmes de liquidité, de solvabilité, non-respect des contrats. Qu'est-ce qui s'est passé avec les contrats? Soudainement, en mars, les gouvernements ont décidé, voilà, plus de contacts sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des formations. Moi, j'avais organisé des formations, par exemple, au mois d'avril. C'était justement en risque opérationnel. Et naturellement, je ne pouvais plus les faire. J'avais signé des contrats avec des
j'avais fait des locations d'une salle, j'avais organisé aussi des cafés, petits déjeuners, des déjeuners et aussi un cocktail de présentation d'un livre. Et donc, ça fait toute une série de contrats. Et donc, d'un coup, on vous dit stop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos contrats? Ça aussi, c'est un élément à regarder dans vos contrats. Est-ce qu'il y a une clause spécifique, hein, une clause de force majeure qui permet donc de renoncer donc à ces contrats sans frais et on fait appel à la force majeure. Donc ça, c'est important de le savoir aussi et d'aller voir si c'est dans vos contrats, sinon vous devez payer, quoi. Enfin, ici, c'était la force majeure. Même si c'était le cas, je crois que toutes les entreprises ont joué le jeu parce que c'était une crise systémique et donc tout le monde a été raisonnable. Mais si vous signez un contrat après, par exemple, le 15 mars 2020, vous savez qu'il y a une pandémie et vous ne pouvez pas organiser votre activité, là, on ne vous rembourse pas. Vous ne pouvez plus faire appel à la clause de force majeure dans ce cas-là. Alors, le dernier élément du plan de continuité, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration. L'intégration de votre plan de continuité par rapport à vos différentes parties prenantes. Et ça, ce n'est pas souvent fait. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. C'est, vous avez fait votre plan de continuité et vous allez vous assurer que le plan de continuité est en lien avec le plan de continuité de vos principaux clients. Donc, ça veut dire que vous allez devoir travailler ensemble. Donc, vous regardez votre portefeuille client et vous dites, ceux-là, je ne vais pas les rater. Ceux-là, je ne vais pas les perdre. Donc, pour ceux-là, le niveau de service, donc ça, c'est important aussi de définir le niveau de service que vous voulez. Donc, il y a le mode dégradé et puis les niveaux de service que vous voulez par rapport à l'évolution. Mais il y a certains clients, les tout gros clients, il y a certaines banques qui disent, moi, je veux un processus continu. Donc, qui est une situation normale ou une crise, eh bien, je veux le même niveau de service qui est fourni à ces clients. Et ces clients vont vous dire, moi, je veux le même niveau de service parce que je suis un de vos clients importants et privilégiés. Et je sais très bien que si vous me perdez, ça peut avoir des impacts sur vos revenus. Donc, vous devez analyser les effets, hein, ça fait partie encore de votre analyse des risques et des problèmes analyser les problèmes de continuité d'activité. Et en finalité, donc, relier votre plan de continuité avec votre chaîne de valeur. Donc, avec le régulateur, hein, BCAO, avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos investisseurs, etc. Donc, j'ai pratiquement terminé ici donc, la présentation puisque j'ai fait donc, les 10 phases. Donc, il peut y avoir dans vos méthodologies hein, certainement moins de phases, hein, c'est pas ça. Hein. Moi, je l'ai présenté en 10 phases et vous pouvez rassembler certaines phases en une. Mais je voulais vous montrer la répartition et toute l'importance. Donc, la gouvernance du PCA, donc la responsabilité bien définie. Une fois qu'on fait appel au PCA, on connaît bien les responsabilités, on connaît qui va lancer le PCA, parce que ça a l'air con. Hein. Mais imaginez, il y a une crise, à partir de quand et qui va ordonner qu'on passe du mode normal à un mode dégradé. Donc, il faut quelqu'un qui dit go et tout le monde part ensemble. Parce qu'on est des processus, on n'est pas des départements. L'analyse des risques, essentielle. Donc, très, très important. L'analyse d'impact fondamentale. Quelle stratégie adopter alors par rapport donc, justement à ces processus avec vos activités critiques, les réponses d'urgence et donc la création du plan. Donc, vraiment finaliser la documentation, etc. Et puis, on passe à la formation, la maintenance du plan. Hein, donc, c'est en continuité l'élaboration de tests, de scénarios et la pratique des employés, la communication avec l'extérieur, la transparence et puis l'intégration avec les autres parties prenantes. Voilà, en gros, j'ai présenté donc
les différents points. Hein. On peut encore aller très loin, mais alors là, ça devient une formation, je vais dire. Alors, je suis à vous hein, pour les échanges, l'échange d'expériences, des questions. Voilà, donc je laisse la parole à l'ensemble donc des participants et je vous remercie donc et je remercie FSH donc pour m'avoir donné la possibilité de présenter ce webinaire. Donc je vous, Merci. Monsieur Fontouche, oui, Merci je vous laisse la parole. beaucoup, Monsieur Descheniques, pour cette présentation, cette belle présentation qui montre vraiment comment le PCA peut être quelque chose de pratique. On retient que ce n'est pas un document juste pour régler des problèmes techniques, mais c'est pour une reprise d'activité et pas une activité seulement, une reprise seulement pour un domaine, par exemple le crédit, mais pour l'ensemble des départements de l'institution. Et on voit tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Il faut tenir compte des risques, mais aussi il faut s'inspirer, pas le faire en vase clos, mais s'inspirer sur les risques les plus importants au niveau mondial et voir comment ces risques pourraient impacter son activité. On a vu la place de la formation qui peut être utile dans l'élaboration du PCA, mais on retient aussi que le PCA, c'est pour répondre aussi pour les risques moyens, parce que c'est ces risques moyens qui peuvent avoir des impacts importants sur l'institution. D'accord? Et on a besoin d'intégrer ce PCA-là aux clients, aux autres parties prenantes qui ont un rôle important dans le fonctionnement, dans la suivi de votre institution. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. On a beaucoup de questions ici. Je vais commencer déjà par vous les donner. Alors, quelqu'un voulait savoir, dans les menaces importantes que vous avez présentées, vous n'avez pas parlé de troubles politiques, mais on est en Afrique, est-ce que les troubles politiques ne sont pas une réalité? Il y a d'autres qui ont parlé du Congo où il y a les guerres, c'est des choses qu'il faut tenir compte dans les menaces importantes de l'activité. Tout à fait, hein, mais c'est ce que j'ai précisé dans la présentation, j'en ai donné que quelques-uns. Donc ici j'en ai donné à titre d'exemple. Okay. Il y a naturellement la politique, c'est important. C'est pour ça que j'ai aussi parlé des données macroéconomiques. C'est important aussi. Il faut tenir compte ça. C'est une menace hein, et une crise financière est une menace. Donc il y a bien plus de menaces que ces quatre-là. Hein. Tout à fait. C'est pour ça. Donc vous avez une très longue liste. Et je suis d'accord avec le participant. Effectivement, la crise politique doit faire partie de cette liste de menaces. Tout à fait. Donc, les problèmes les troubles politiques, les guerres civiles, les menaces terroristes sont des éléments que nous devons prendre en compte dans l'élaboration de notre PCA. Alors, lorsque vous parlez de gouvernance, il y a M. Nkoussou qui voudrait savoir, lorsque vous parlez de gouvernance, est-ce que vous faites allusion, la gouvernance dans le cadre du PCA, à un comité de gestion des risques? Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui voulait savoir, est-ce que ce n'est pas opportun de confier carrément la gestion du PCA à un autre département de l'institution que le département d'audit interne? Oui, déjà, en fait, je suis tout à fait d'accord que il faut le confier à un autre département que l'audit interne. Comme vous le savez, l'audit interne, c'est la troisième ligne de défense et ils n'ont pas à s'impliquer dans l'élaboration de processus. Voilà. Hein, le PCA, c'est un événement de risque défini dans BAL, hein, dans les 7 événements de risque L1 de BAL, et ce n'est pas l'audit interne à le gérer. Encore une fois, tout dépend de l'organisation. Si vous avez une petite organisation, bon, on peut le comprendre que vous allez donner ça à votre contrôleur, mais il est préférable après de le donner à un gestionnaire de risque et créer une unité ou une personne en gestion des risques. Donc, oui, c'est pour ça que j'avais dit qu'en termes de gouvernance, vous avez, et de structure, hein, vous avez donc normalement le département des risques qui coordonne en fait le plan de continuité. Ça ne veut pas dire qu'il va s'occuper du projet. Là, vous pouvez donner ça à un gestionnaire de projet de votre équipe Project Management. Le sponsor sera préférablement le top management parce qu'en termes de gouvernance, encore une fois, si on a une gouvernance par les risques,
le PCA, il doit être intégré dans l'appétit de risque des administrateurs du conseil et donc le directeur général doit mettre en place en fait cet appétit de risque et il est géré par, suivi, piloté par la deuxième ligne de défense. Donc oui, l'audit, si vous avez une banque, je peux comprendre dans des institutions de microfinance qu'ils ont encore besoin de se développer et il faut voir aussi les budgets alloués à la structure. Mais de toute façon, si l'audit interne ou le contrôleur est impliqué, il faut qu'il y ait un comité qui soit au-dessus de lui, mais de préférence, donnons ça aux gestionnaires de risque. Ok, alors quelqu'un voulait savoir, il y a Mamadou qui voudrait savoir quels sont les facteurs de réussite d'un bon PCA. Les facteurs? Les facteurs de réussite d'un bon PCA. Les facteurs de réussite d'un bon PCA. C'est ce que j'ai compris. Hein. Oui, d'accord. Ouais. En fait, on va retourner ici. Hein. Donc, ça, c'est les 10 phases. Qu'est-ce que vous avez déjà si le DG il n'est pas impliqué, mais alors quand je parle d'impliqué, hein, clairement dans la mise en place du PCA, ça ne va pas réussir. Donc, il faut qu'il soit là, qu'il soit présent à toutes les étapes, qu'il soit présent dans le comité de PCA. Le comité de PCA, il peut être intégré aussi dans le comité de gestion des risques mensuels. Hein. Mais dans le comité de projet, le steer committee, vous devez l'avoir. Donc, ça, c'est une première chose. Hein. Donc, définir en fait un sponsor. Sponsor, moi, je mettrais le CEO, enfin le DG. De cette façon, c'est clair que c'est une responsabilité de l'entreprise. Et de toute façon, lui est responsable de la mise en place du contrôle interne. Donc, il ne va pas déléguer. Hein. Il peut le déléguer après, mais pas dans la mise en place. Il doit être présent et visible. Donc, dans la gouvernance, il faut aussi identifier, pour que ça marche bien, des responsables de plan de continuité pour chaque processus au département. De façon à ce que la coordination de la gestion des risques au deuxième niveau se fasse de manière efficiente. Donc, vous avez la première ligne de défense qui devra avoir un coordinateur de plan de continuité dans son département avec le sponsor qui est le responsable de l'agence, responsable du crédit, responsable de la comptabilité, etc. Puisque ce qui est important de tenir, c'est dans un plan de continuité. Donc, un plan de continuité comprend des plans de continuité, hein, des processus et des départements. Hein, et puis, vous avez une coordination de ces différents plans pour voir le temps de récupération, si c'est en phase par rapport aux revenus, aux pertes de revenus, etc. Donc, voilà, gouvernance, elle est fondamentale. Et elle ne doit pas être sur papier, encore une fois. Ça doit être, on doit les voir sur le terrain. Okay. Alors, ce qui est important, c'est l'analyse d'impact, l'analyse des risques et d'impact. Si vous le faites mal, le reste va être médiocre. Parce que c'est vraiment la base du plan de continuité et qui prend le plus de temps. Alors, par rapport à la révision ou bien l'évaluation du PCA, quelle doit être la fréquence et qui serait responsable de cette évaluation-là? Alors, je voulais dire à M. Barry et puis des riches que j'ai vu bien leur main levée, qu'on va leur donner la parole tout à l'heure. Donc, la fréquence de révision ou d'évaluation du PCA et à qui incombe ça dans une institution financière, par exemple? D'accord. Alors, elle est dans certaines réglementations, il est dit annuellement. Annuellement, mais ce n'est pas assez. Donc, moi, ce que je propose, annuellement, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être fait en dehors de ça. Annuellement, c'est un bilan total de ce qui s'est passé. Alors, la fréquence, c'est tous les mois. Tous les mois, un rapport au comité des risques. Vous avez un comité des risques opérationnels dans votre banque et donc, tous les mois, on doit avoir un compte rendu de qui? Du responsable, du coordinateur du plan de continuité. C'est qui le coordinateur du plan de continuité? C'est le responsable des risques. C'est lui qui va gérer donc cette coordination et comme il est au niveau de la seconde ligne de défense, il va être suffisamment indépendant pour évaluer donc, les plans de continuité de la première ligne de défense.
D'accord. Merci beaucoup. Et il y a des gens qui voulaient voir votre dernier slide, il semble que ce n'est pas visible. Les derniers diapos, vous pouvez leur montrer ça. Alors, quelqu'un voudrait voir aussi si vous avez des exemples de tests de stress, hein, pour pouvoir voir si vous avez des exemples à partager. D'accord. Qu'est-ce que donc stress testing, Yes. donc ça veut dire que oui. Oui, des exemples de tests, de scénarios qu'on élabore pour voir. D'accord. Alors, bon, un exemple de scénario, bon, j'en donnais, ben ici on a, hein, c'est un scénario d'amortissement par le coussin des profits. Donc, où là, je prends les profits, hein, la moyenne des profits sur 3 ans ou 4 ans. Et puis, je calcule en fait les actifs risk-weighted assets en anglais. Puis je calcule le capital adequacy ratio et puis le rendement sur actif et le rendement sur ça, ces scénarios sont définis dans mes hypothèses. J'ai un modèle d'hypothèse avec une évaluation après 3 jours. Et donc, je vois l'impact sur le ratio d'adéquation du capital et sur la liquidité. Donc, je calcule pré-choc, post-choc et actif liquide sur passif court terme, pré-choc, post-choc. J'ai toute une série ici de scénarios sur les crédits. Alors, je vais prendre un vilain. Ici, c'est un vilain, quoi. Voilà. Un risque, je l'ai ou je l'ai pas? Voilà. Ici, je prends comme hypothèse une crise sectorielle et croissance des crédits douteux dans les catégories, ici, administration, entreprise publique, de 20%, avec une hypothèse de provisionnement de 75%. Donc, on évalue un impact en termes de CFA. Donc, j'ai mes nouveaux crédits non performants, j'ai mon impact sur le capital, j'ai mon capital avant le choc, j'ai mes actifs pondérés par les risques et j'ai mon ratio d'adéquation du capital de 10,2 avant le choc et après le choc, j'ai un changement de 3 points. Donc, je descends en dessous de 7%, donc qui est en dessous de la limite réglementaire. J'ai d'autres, je prends aussi un scénario de contagion, hein, où je me dis, voilà, ici, je prends un retrait de 25% des clients sur compte à vue et un retrait de 15% des clients sur compte à terme. Combien de temps l'entreprise peut survivre, hein? Ici, ben, si c'est ça, elle peut tenir 2 jours. Je prends un autre cas. Le cas de stress test sur provision de crédit. Donc, j'ai un tableau qui reprend donc tout l'historique des données et toutes les données macroéconomiques, hein, qui viennent donc du gouvernement, hein, ou d'une institution statistique gouvernementale. J'ai plusieurs données macroéconomiques et puis je regarde quel est donc l'impact. D'abord, j'évalue le modèle. J'ai mon modèle ici et ici, on voit que mon modèle explique 98% de la variance des pertes. Donc, c'est un bon modèle déjà, hein, au niveau statistique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec toute une série de données macroéconomiques, hein, j'en ai une dizaine. Hein, on voit que l'accroissement de la masse monétaire à court terme, la hausse du taux d'exportation des marchandises dans le Moyen-Orient, valeur ajoutée, le taux de croissance de la population urbaine, hein, et les ratios du capital réglementaire ont un impact positif sur le niveau des pertes. Hein, et le volume total des exportations, créances secteur privé, avoirs étrangers ont un impact négatif sur les pertes. Donc, je peux faire toute une série en fait d'exercices. Hein, j'ai aussi, je fais un stress test sur la liquidité et je vois en fait l'impact des données macroéconomiques sur la liquidité. Je peux faire également des tests, des scénarios sur le portefeuille du crédit sans tenir compte des données macroéconomiques. Donc ici, c'est des stress tests sur base de l'extérieur. Et puis, je vais prendre
des stress tests plus détaillés sur base du portefeuille des crédits, de la catégorie de la segmentation des clients, des crédits. On avait fait une matrice avec des gens qui peuvent repayer mais qui ne veulent pas payer, d'autres qui n'arrivent pas à payer mais qui voudraient payer. Et donc, on a fait une sorte de matrice qui reprend ces catégories et il y a un modèle sur l'impact de notre liquidité à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, etc. Et donc, on regarde le niveau de liquidité, si on est en positif ou négatif, les écarts. Et sur base des écarts, on analyse, sur base de notre plan de contingence de liquidité, quel type d'action on va mettre en place par rapport, par exemple, si on a un écart de liquidité négatif entre 3 et 6 mois, etc., ou directement après 2 mois, etc. On fait aussi donc des mesures, même si on a une liquidité qui est suffisante pour 30 jours, on intègre d'autres scénarios, des scénarios de coûts qui peuvent intervenir et qui peuvent manger notre liquidité immédiate. Donc voilà quelques exemples. Donc c'est quelque chose qui, voilà, c'est sur mesure. Hein. Tout à fait. Ces stress tests, on discute avec la direction, avec les risques, avec les crédits et on ne va pas faire les mêmes. Hein. Ici, j'en ai fait, c'est pour une banque, mais ce ne sera pas les mêmes que je ferai dans une autre banque. Tout à fait. Parce qu'il y a des considérations différentes, il y a une réalité différente, même dans les pays de la région. Parce qu'il y a des crises et des astres différents aussi, et des impacts différents. D'accord, merci. On va écouter M. Barry, mais merci pour la patience. Vous avez quelque chose une question pour M. Desenic? Effectivement, j'ai une question. Allez-y. Bonjour à tous les conférenciers et à tous les participants et je remercie M. Desenic pour cette éminentissime présentation. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, moi j'ai une double interrogation. D'abord, on a pu voir l'utilité du PCA, comment on pouvait l'élaborer et comment on pouvait le mettre en œuvre. Du coup, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que le PCA renferme des failles? Parce que ce n'est pas forcément toutes les variables qu'on peut anticiper. Et au cas où le PCA est mis en place et qu'il ne parvient pas à atteindre son résultat escompté, est-ce qu'il y a un plan de contingence? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour pouvoir continuer les activités? D'accord. Donc, excellent. Ça, c'est vraiment des super questions là, depuis le début. C'est vraiment des questions très intéressantes et complexes. Hein. Donc, le PC a été élaboré. Il y a des failles, effectivement. Donc, on doit rester humble. Hein. Il y aura toujours des failles. C'est pour ça que ce qui est important, c'est travailler en continu. Donc, vous avez votre équipe de risque qui doit élaborer un maximum de scénarios, qui doit aller voir tout ce qui se passe. Donc, on parlait la situation au Congo. On doit la ramener vers l'entreprise. La situation au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Également, on ramène ça. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça entraîne? Et on apprend aussi. Moi, ce que je proposerais aussi, c'est d'avoir des contacts entre pays. Hein. Moi, j'irais contacter des banques au Mali et pour qu'ils expliquent leur situation, qu'est-ce qu'ils ont fait et quels sont justement les trous qui sont restés. Parce que c'est dans la réalité qu'on apprend la faiblesse du plan de continuité. Donc, on va chercher le rapport du comité économique mondial également. Donc, on doit rester humble. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on travaille en continu sur les scénarios. Mais on n'est jamais sûr qu'on va répondre à tous les scénarios. Ça, c'est difficile. Est-ce qu'on aurait pu prévoir la pandémie? Qui dans les participants dit oui? Est-ce que vous aviez une idée? Non, mais c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser, puisque en fait, il faut rester humble. Tout le monde a raté. Tout le monde a raté la pandémie. Alors que c'était déjà quand même dans ce document. Hein. Vous le voyez là, ici. Il était là, hein, il était oui, là. Tout à fait.
Non, on n'a pas regardé. Dans les On probabilités. s'en est pas occupé. Donc, ce qu'il faut, il y en a qu'un. Je vous invite à, ce qui est intéressant, c'est à lire le livre de Nicolas Nassim Taleb. Lui, il a parlé des Black Swans, des signes noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout le monde connaît les signes blancs. Et alors, ça vient de l'histoire de la découverte de l'Australie. En Europe, on ne connaissait que des signes blancs. Et donc, dans la tête des gens, c'est impossible d'avoir une autre couleur de signe. Et puis, il y a les bateaux qui sont partis en Australie, qui sont arrivés en Australie, et ils ont vu un signe noir. Ils ont dit, tiens. Et donc, voilà, c'est cet état d'esprit. Alors, comment éviter, comment réduire la fracture entre ce qui va arriver et ce qu'on prévoit? C'est justement, vous devez avoir une équipe de risque qui est continuellement dans les scénarios, dans les challenges, continuellement. Et déjà, vous prenez toutes des informations qui viennent de là, qui viennent de chaque pays. Tous les jours, vous regardez qu'est-ce qui se passe dans un pays, qu'est-ce qui se passe dans un autre. Pour la pandémie également, quels sont les pays qui ont été les plus touchés et les autres moins? Le Bénin, il était nettement supérieur à certains pays européens. Il a été supérieur à la France, il a été supérieur à la Belgique, au Luxembourg, etc. Donc, moi ça m'intéresse de travailler avec le Bénin parce que je vois aussi comment ils ont fait. J'apprends en travaillant avec eux. Votre capacité donc d'intérêt. Vous ne devez plus être quelqu'un où vous venez le matin en vous disant ce que j'ai fait hier, c'est bon. Ce que j'ai fait hier, ben, c'était hier. Et je viens aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver et je n'ai pas pensé. Vous devez avoir des équipes de brainstorming. Donc, les gens doivent se réunir, l'équipe risque, et mettre des idées d'hypothèses. Parce qu'on n'arrivera jamais à minimiser, à réduire à zéro. Le risque, ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Notre objectif est, vous voyez bien que Bâle dit dans l'approche basique, qu'ils acceptent 15% de risque opérationnel qui correspond à la moyenne des revenus des 3 dernières années. Donc, 15% déjà qui est accepté en risque opérationnel. Donc, 15% d'erreurs de choses qu'on ne pouvait pas prévoir ou qui ont été mal faites. Donc, moi, je vais rester humble en disant que si je travaille avec vous, je ne vais pas vous garantir qu'il y aura 0%. Mais je peux vous garantir que si vous mettez en place le plan, vous serez meilleur que votre compétiteur. Et ça vous permettra donc de pouvoir résoudre les situations parce que l'approche doit être en scénario et donc pas un scénario unique. Vous allez prendre chaque fois des éléments de scénario. Donc, vous allez avoir un scénario avec toute une batterie de sous-scénarios. Et s'il y a un incendie, vous savez que vous allez chercher le scénario incendie avec la mise en place des sous-scénarios 5, 10, 25, 30, 34. Ça, vous devez le savoir. Ça doit être automatique. Ça, je peux vous garantir. S'il y a une pandémie, là aussi. S'il y a un désastre naturel, là aussi. C'est tout ce que je peux vous garantir. Moi, je suis pas un magicien et je n'ai pas envie de dire que c'est possible de couvrir tous les risques. En risk management, il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Merci. Alors, dernière question, parce qu'il y a tellement de questions, on risque de ne pas finir aujourd'hui. C'est de savoir quel est le lien que vous faites entre le plan de continuité des activités, le plan de relance d'activités ou le plan de redressement auquel les institutions financières sont parfois confrontées, habituées quand les performances financières ou opérationnelles ne sont pas au rendez-vous. Ah, mais ça, oui, le plan de continuité, mais c'est en fait une caractéristique du plan, le plan de redressement, c'est une caractéristique du plan de continuité. C'est un scénario donc qui n'a pas été pris en compte. Pourquoi on est en plan de redressement? C'est parce qu'il y a eu des lacunes déjà dans le processus normal. Et donc, le plan de redressement, il provient de quoi? Donc, et ça, c'est un scénario qu'on doit mettre en place. Ça peut venir d'un problème de mauvais crédit, donc une mauvaise gestion des crédits qui va amener donc des provisions, et vous avez un plan de redressement
qui est fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de quelle manière vous avez fait vos scénarios, vos stress tests. De quelle manière, donc vous avez eu des contrôles préventifs pour éviter ça. Et alors, de quelle manière alors vous avez des contrôles détectifs et correctifs. Tout ça, ça fait partie en fait du développement de vos scénarios. Vous devez avoir des matrices de contrôle aussi pour différents types de scénarios. Donc, le plan de redressement, c'est un élément du plan de continuité parce que le plan normal n'a pas fonctionné. Tout à fait. Merci. Avant de clôturer la séance, il y a M. Tossa, qui est le directeur exécutif de la MDPI, une mutuelle du Bénin, qui a bénéficié de l'assistance de M. Desenig, qui a envie de dire quelque chose par rapport à votre intervention aujourd'hui. D'accord. Directeur, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je salue M. Yves et tous les participants à ce webinaire. Je voudrais tout simplement dire merci au directeur du cabinet FSH Expertise pour avoir identifié M. Yves pour cette communication. J'avoue que je suis très satisfait de l'exposé du consultant qui nous accompagne depuis quelques mois au niveau de la MDB et pour la mise en place de ce plan de continuité. Et je pense que d'ici quelques jours, nous allons clôturer cette phase d'élaboration de notre plan de continuité. Et nous sommes fiers au niveau de notre institution de travailler avec M. Yves. C'est une ressource que nous recommandons pour le secteur de la microfinance au Bénin, surtout pour accompagner les structures à élaborer leur plan de continuité dans ce contexte difficile. Et je voudrais pour finir dire que grâce à l'expertise de M. Yves, et dans le souci toujours de minimiser les risques, au niveau de notre structure, nous avons pu élaborer le plan d'évacuation en cas de sinistre et nous avons fait les tests parce qu'à tout moment, et c'est aussi un désastre qui peut survenir, au-delà de la pandémie, il peut y avoir les cas d'incendie. Et nous avons également fait le test d'incendie, d'accord, pour voir en combien de temps le personnel pourra quand même être couvert en cas d'incendie. Donc, vraiment, je suis très satisfait de l'exposé. Merci beaucoup. Merci, directeur. Merci beaucoup. Hein. Un dernier mot de M. Desenig. Oui, je voudrais encore intervenir. Donc, il y a une question sur quels sont les facteurs de réussite. Donc, moi, je travaille actuellement avec plusieurs institutions pour la mise en place du plan de continuité. Oui. Je peux vous dire que la meilleure institution, et ce n'est pas parce qu'il est intervenu, la meilleure institution, c'est l'institution de M. Tossa. Pourquoi? Pourquoi son plan de continuité fonctionne par rapport à d'autres? Eh bien, je le vois parce que lui, il est le leader de ce plan de continuité. Il organise les réunions, il participe, il prend des décisions, il dirige, il fait bouger ses troupes. Le leadership, on le voit dans le plan de continuité, est essentiel. Et je le répète, donc, si vous avez un leader comme M. Tossa, vous allez mettre en place, et pour un consultant, je vous assure, c'est un plaisir parce que vous allez bien plus loin que d'autres institutions où le DG a délégué à d'autres personnes et ça avance moins vite. Pourquoi? Parce que le PCA, c'est un outil supérieur de gouvernance. Il faut des décisions. Et donc, si vous laissez ça sous la responsabilité du middle management, vous n'allez pas atteindre ce niveau. Donc, là, c'est un modèle vraiment, et je tiens à remercier M. Tossa et son équipe, où là, on s'est vraiment fait plaisir. Travailler, c'était vraiment un plaisir, parce qu'on a été très loin dans le PCA. Donc, merci encore. Vraiment, merci. Moi, je suis très, très content de votre disponibilité d'abord à animer, mais aussi à partager votre expérience avec les participants. Il y a tellement de questions que si on devait répondre à tout, on risque de ne pas quitter. On a déjà fait, dans 10 minutes, on aurait fait 2 heures ensemble, là. C'est beaucoup. C'est gratuit. Donc, je voudrais remercier les participants qui, depuis, nous font confiance. Ils sont restés pendant les 2 heures. Et ils sont restés nombreux. On n'a pas eu beaucoup de départs. Merci à vous. Donc, on voit bien quand même que le plan de continuité, c'est très bon, mais quand le leadership de l'institution, du premier responsable
est aussi présent dans le processus d'élaboration. On a de meilleurs de retard. On va loin dans l'imagination des scénarios, dans les stress, dans les décisions, hein, qui vont permettre à ce document important au niveau des institutions d'être efficace et opérationnel au moment opportun. Merci à vous. Moi, je vais voir avec M. De Sening s'il est disponible pour qu'on ait peut-être des offres, hein, accessibles aux institutions pour bénéficier de son assistance, de son appui, parce qu'on s'est tous rendu compte qu'on a besoin de ce document-là, hein, avec la crise. Mais quand la crise va passer, on a d'autres menaces qui vont nous préparer, auxquelles on est exposé. Il faudrait qu'on se prépare vraiment à les affronter efficacement, d'accord? Et que même en situation de normalité, il y a peut-être des choses qui peuvent nous arriver, peuvent nous emporter, d'accord? Donc, merci à tous, merci à ceux qui ont toujours été là pour les webinaires. J'ai vu Vada, j'ai vu M. Tossa et plein d'autres. Merci d'être venu et je pense que M. Tessenik va partager avec nous sa présentation et je vais faire de même avec vous. Alors, il y a un dernier slide, tout le monde a parlé de ça, le dernier diapositive. Est-ce que vous pouvez montrer ça rapidement aux gens? Il semble qu'il y a un dernier… Pardon? Votre dernier PowerPoint, là, votre dernier diapositive. Ça, c'est le dernier. C'est le dernier. Il y a quelque chose qui n'était pas visible, là. Tout le monde en parlait. Ah, quelque chose qui n'était pas visible. Alors, je vais repasser tous les… Le dernier slide de votre présentation. Attendez, je vais repasser tout, oui. Je ne sais pas lequel c'est. Ah, voilà, je pense que c'est là où il y a le rouge ou bien le violet. Voilà, ça. Non, avant ça. Celui-ci? Non. Avant dernier. Alors. Avant, ça. Non, là où il y a une couleur, il y a plus de couleurs vives là. C'est ça? Non, c'est pas ça. Avant, non, je pense que vous me dites, hein. Ça doit être là. Ça, voilà. Ça, non. Ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Ok, bon. C'est difficile. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Des couleurs vives, j'en ai… Il y a une seule couleur et puis c'est très vive. Parce que j'ai un autre document que j'ai montré, mais ça, c'est le document de stress test de scénario qui appartient plutôt à un client, quoi. Donc, okay, c'est difficile là de voilà, je l'ai montré, mais… Il s'agit de ça là. Tout le monde, les gens ne l'avaient pas vu, ils réclamaient ça. Ok, donc c'est parfait. D'accord. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va se retrouver encore très bientôt. Je pense qu'au cours de ce mois, on pourra aussi se retrouver pour échanger un peu sur les rapports. Il y a beaucoup de rapports d'impact ou d'analyse des faits de la crise sur les institutions de microfinance. On pourra les partager avec vous dans un webinaire au cours de ce mois. Merci. Bon début de soirée à tous. Monsieur de Senig, merci de cette générosité et on espère vous retrouver très bientôt. Mais merci de m'avoir invité et je sais que parfois on participe à des mêmes projets en parallèle, hein, pour certaines institutions et donc c'est très bien de se retrouver et merci pour l'organisation de tous vos webinaires. On voit que FSH est fort actif et donc je suis relié avec vous sur LinkedIn et je suis donc vos activités. Hein. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère qu'on pourra un jour collaborer ensemble et pouvoir continuer à échanger. Ça fait un vrai plaisir. Quoi. Merci beaucoup. Hein. Merci à tous les participants. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions, mais il y a toujours moyen de se relier à moi sur LinkedIn si jamais.